Le soir où Donald Trump a menacé de intervenir vicieusement au Nigeria, le ciel politique de l'Afrique a vacillé. Les mots ont traversé le continent comme un orage précis. Protéger des chrétiens, disent-ils, ou protéger des contrats, murmurent d'autres, tandis que les marchés et chancelleries réajustaient leurs calculs. À ce brouhaha s'est opposée une note claire. La souveraineté et une voix, celle d'Ibrahim Traoré, rappelant que le salut importé finit toujours par présenter la facture à Abuja comme à Ouagadougou. Alors, pour vous, spectateurs concernés, la vraie ligne de fracture n'est-elle pas la liberté et non la liturgie dans ce moment africain qui s'ouvre? Ce récit n'est pas seulement celui d'une menace diplomatique, c'est celui d'un tournant silencieux pour tout un continent. Quand Donald Trump a promis d'agir vicieusement si le Nigeria ne protégeait pas ses chrétiens, il n'a pas seulement parlé de foi, il a déplacé la ligne de pouvoir entre l'Occident et l'Afrique. Derrière chaque déclaration, il y a des routes de pétrole, des bases militaires et des mémoires d'empire. Et dans ce tumulte, un visage s'impose, Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, devenu symbole d'une jeunesse africaine décidée à ne plus choisir entre sécurité imposée et souveraineté menacée. L'enjeu n'est pas théologique, il est existentiel. Qui décide du destin africain? Si le Nigeria fléchit, l'équilibre du Sahel bascule. Si au contraire il se dresse, un nouvel axe du sud peut naître, de Lagos à Ouagadougou. Ce choix, qui semble diplomatique, engage le futur de 1 à 4 milliards d'habitants. Reste à savoir si le continent répondra à la peur par la prudence ou par le courage. 2 chiffres ont suffi pour révéler la faille. 200 millions d'âmes et un seul avertissement. Quand Donald Trump a déclaré que l'Amérique entrerait vicieusement si le Nigeria échouait à protéger ses chrétiens, les chancelleries ont compris que l'écho serait continental. Ce n'était pas une déclaration isolée, c'était le prolongement d'un schéma connu, l'Occident promettant l'aide, livrant la dépendance. L'Afrique, elle, a entendu dans ce ton une musique ancienne, celle des croisades travesties en opération de maintien de la paix. Sous la surface, le Nigeria n'est pas un pays ordinaire, c'est un nœud d'énergie et de croyance, où le pétrole et la prière se croisent dans chaque décision politique. Abuja parle au nom de la sécurité, Washington au nom des valeurs. Entre les deux, les populations comptent les promesses déçues. Et quand Ibrahim Traoré s'est adressé au peuple du Burkina Faso, son message a traversé les frontières. La liberté ne se mendie pas, elle se reprend. Il rappelait à tous que la souveraineté n'est pas une posture, mais une endurance, que chaque partenariat signé sans vigilance devient un piège poli. Le président Tinubu, fraîchement élu, a tenté d'équilibrer les forces. D'un côté, la peur de Boko Haram, de l'autre, la méfiance envers les soldats étrangers. Mais la mémoire collective reste vive. Kadhafi, l'Irak, la Syrie. Chaque alliance sous couvert d'aide a laissé derrière elle un pays brisé, une société divisée. Aujourd'hui, l'Afrique se demande, l'histoire se répète-t-elle ou bien commence-t-elle à changer? Car si le Nigeria cède, le Sahel redeviendra un échiquier. Mais si à l'inverse, il choisit la voie de l'indépendance, alors l'avertissement de Trump aura peut-être, malgré lui, rallumé le feu panafricain. Et c'est ce feu-là, né dans les mots d'un étranger, que Ibrahim Traoré veut désormais entretenir. Au cœur d'Abuja, dans une salle de presse surchauffée, le président Bola Ahmed Tinubu a choisi le silence calculé. Pendant que les diplomates cherchaient des mots pour calmer les marchés, les Nigérians, eux, regardaient vers le nord, là où le vent du Sahel portait un autre langage. Car au Burkina Faso, Ibrahim Traoré ne parlait pas seulement de frontières, il parlait d'honneur. Son discours, bref, tranchant, martelé de vérités simples, a fait écho dans les rues de Kano comme dans celles de Ouagadougou. Les premiers effets ne se sont pas fait attendre. Les hashtags panafricains ont explosé. Les radios communautaires ont repris ces phrases. Les étudiants de Lagos ont organisé des veillées symboliques pour l'Afrique qui se lève. Un ministre nigérian, sous couvert d'anonymat, a admis qu'une simple vidéo du capitaine burkinabé a plus d'impact qu'un communiqué officiel. Ce contraste dit tout, l'autorité se déplace, des chancelleries vers les consciences. Dans le delta du Niger, un pasteur confiait à la presse locale. Quand Trump parle, on entend la menace. Quand Traoré parle, on entend la mémoire.
Cette distinction, à elle seule, résume le basculement. Ce n'est plus la peur qui guide le débat, mais la dignité blessée qui cherche un écho. Entre les calculs de Tinubu et la ferveur populaire, le fossé s'élargit chaque jour. Et sur cette ligne de fracture, l'Afrique découvre peut-être la naissance d'une nouvelle grammaire du pouvoir. Reste une question simple mais essentielle. Qui racontera l'Afrique si ce n'est elle-même ? Tout a commencé dans un silence pesant, juste après la phrase de Trump. Les télévisions ont repassé ces mots, comme une prophétie. Les marchés du pétrole ont réagi avant même que les chancelleries ne se consultent. Le président Tinubu, à Abuja, a convoqué une réunion de crise. 24 heures pour rédiger une réponse qui paraisse ferme sans rompre les ponts. Mais l'Afrique entière, déjà méfiante, avait entendu autre chose, un rappel brutal du vieil équilibre colonial. Les premières heures furent confuses. Des médias occidentaux parlaient de défense de la foi, tandis que les radios africaines posaient la question inverse, qui protège les Africains ? Dans cette cacophonie, Ibrahim Traoré est apparu à la télévision burkinabé. Son uniforme sable, sa voix sans ornement, sa phrase sèche. Aucun peuple ne sera libre tant qu'il attend ses sauveurs. En quelques minutes, le clip a tourné sur tout le continent, partagé des millions de fois, devenant le cri d'une génération. Les jours suivants, les réactions se sont enchaînées. À Washington, les conseillers de Trump ont assuré que ses propos étaient préventifs. À Lagos, des pasteurs ont organisé des veillées de prière. À Ouagadougou, des étudiants ont peint les murs de slogans « Notre foi, notre sol ». À Paris, les analystes ont parlé d'une crise de communication, mais sur le terrain, personne n'en doutait. Quelque chose s'était déplacé. Le 5e jour, Tinubu a publié un communiqué prudent, coopération avec les États-Unis dans le respect de la souveraineté nationale. Mais les images venues du Sahel contredisaient cette prudence. Des foules brandissaient le portrait d'Ibrahim Traoré aux côtés de celui de Thomas Sankara. Les mots du capitaine burkinabé, souveraineté ou servitude, résonnaient désormais comme un verdict. Au 7e jour, des diplomates américains ont atterri discrètement à Abuja. Objectif, clarifier les intentions. Le soir même, un convoi militaire a quitté une base du Nord-Est pour exercice conjoint. Les journaux nigérians ont titré « Le retour des ombres », les caricatures montraient un aigle et un lion partageant une carte du Sahel. À ce stade, la tension dépassait la diplomatie. Des ONG dénonçaient la croisade économique qui se cachait derrière le discours religieux. Les investisseurs suspendaient leurs projets. Et au milieu de ce tumulte, une question revenait sans cesse. L'Afrique doit-elle encore choisir entre sécurité et dignité ? Cette semaine-là, la peur a changé de camp. Ce ne sont plus les peuples qui craignaient les empires, mais les empires qui redoutaient leur réveil. Dans les rues d'Abuja, de jeunes manifestants scandaient « Ni Est ni Ouest, Afrique d'abord ». Et ce slogan, né d'une menace étrangère, devint l'étendard d'un continent prêt à réécrire son propre destin. Les chiffres sont clairs, implacables et souvent plus éloquents que les discours. Depuis 2010, plus de 35 000 morts ont été recensés au Nigeria dans le conflit contre Boko Haram, selon les estimations de l'ONU. Le pays dépense chaque année près de 2 milliards de dollars pour la lutte antiterroriste, sans que la menace ne disparaisse. Et pourtant, à la même période, les investissements étrangers dans le secteur pétrolier ont chuté de 38%, conséquence directe de l'instabilité et de la méfiance politique. Ces trois chiffres, morts, budget, pertes, forment le triangle tragique d'une souveraineté sous pression. Mais ces données, loin de suffire, révèlent un paradoxe. Plus le Nigeria combat le chaos, plus il attire les tutelles étrangères. Washington propose des drones, Paris des conseillers, Bruxelles des formations. Chaque offre s'accompagne d'un protocole, chaque protocole d'une condition. Le calcul est simple, une dépendance renouvelée, déguisée en coopération. Et c'est justement ce que Ibrahim Traoré dénonce, chiffre à l'appui. Selon lui, pour chaque dollar d'aide militaire, 3 dollars de contrats dérivés retournent vers les capitales du Nord. Autrement dit, l'Afrique paie 3 fois sa propre défense. Le président Tinubu le sait. Les chiffres sont une épée à double tranchant. Les présenter, c'est avouer la fragilité. Les cacher, c'est nourrir la défiance. Ses conseillers tentent d'équilibrer le discours. Trop de transparence effraie, trop de silence trahit. Et pendant ce temps, les marchés internationaux lisent chaque communiqué comme une note de crédit moral.
Le contraste est d'autant plus flagrant que malgré ses dépenses colossales, l'armée nigériane reste dépendante des technologies étrangères pour 80% de son équipement. Ce ratio seul traduit le cœur du problème. Sans autonomie industrielle, la souveraineté militaire reste un slogan. D'où l'intérêt stratégique du modèle burkinabé promu par Ibrahim Traoré. Priorité à la production locale, à la mutualisation régionale et à l'économie de guerre contrôlée par l'État. Une approche encore marginale, mais qui séduit une jeunesse africaine lassée des promesses creuses. Les chiffres, une fois traduits en récits, deviennent contagieux. Dans les universités de Lagos, des étudiants comparent les budgets nationaux comme on compare des manifestes politiques. Ils remarquent que chaque dollar d'aide versé à l'Afrique génère en moyenne 1,8 $ de profit pour les entreprises occidentales impliquées. Alors, ils posent la question que personne n'ose au sommet des États. À qui profite vraiment la peur ? Les données sont parfois plus subversives qu'un discours de rue. Et cette fois, elles placent le pouvoir face à son miroir. La dépendance n'est plus une conséquence, mais un choix politique. Dans ce choix se joue la différence entre la survie et la souveraineté. Et, pour Ibrahim Traoré, c'est là que commence la véritable bataille. Celle qui ne se compte pas en dollars, mais en dignité. L'un des paradoxes les plus tenaces du débat africain réside dans la double peur. Celle de dépendre de l'Occident et celle de s'en émanciper trop vite. Les partisans du partenariat avec Washington avancent un argument pragmatique. Sans soutien logistique, le Nigeria ne pourra pas contenir Boko Haram. Ils rappellent que la coalition internationale de 2015 a permis de réduire de moitié les zones contrôlées par les insurgés et qu'un isolement brutal ouvrirait la voie au chaos régional. À leurs yeux, la diplomatie de Tinubu n'est pas une soumission, mais une stratégie de survie. Leur logique est simple, mieux vaut négocier avec les puissants que défier l'ordre mondial. Selon eux, l'Afrique doit absorber pour apprendre, coopérer avant de s'affirmer. Et ils brandissent les chiffres. 80% des armements viennent encore d'Europe ou des États-Unis, 70% des exportations dépendent des normes occidentales. Rompre trop tôt, disent-ils, reviendrait à saboter la machine avant d'avoir construit l'alternative. Mais face à cet argument de prudence se dresse une autre voix, plus ardente, celle d'Ibrahim Traoré, qui répond que la prudence sans horizon devient une prison. Il soutient que l'Afrique n'a jamais obtenu le respect par la conformité, seulement par la résistance. Pour lui, continuer à signer des partenariats provisoires revient à prolonger indéfiniment la dépendance. Et les faits lui donnent parfois raison. Après 20 ans d'aide militaire au Sahel, la sécurité reste un mirage. Les deux camps invoquent la même peur, le chaos, mais diffèrent sur le remède. Les premiers croient au rempart extérieur, les seconds à la renaissance intérieure. Entre eux, le peuple observe, hésitant entre sécurité immédiate et liberté différée. Et c'est là que se joue la vraie fracture du continent, entre ceux qui espèrent qu'un empire changera et ceux qui ont décidé de ne plus attendre. Tout bascule en 8 mots. L'Afrique n'attend plus ses sauveurs. La phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'un discours à Ouagadougou, a traversé les frontières comme un éclair. Ce n'était pas une provocation, mais une déclaration d'indépendance symbolique. Pour la première fois depuis des décennies, un dirigeant africain affirmait que l'autonomie n'était plus un rêve, mais un devoir. Au Nigeria, ces mots ont résonné comme une accusation voilée. Les éditorialistes se sont divisés, les uns saluant un réveil panafricain, les autres dénonçant une dérive populiste. Mais dans les universités, les marchés et les mosquées, la phrase s'est gravée dans la mémoire collective. Elle a redonné aux citoyens un vocabulaire que la diplomatie avait érodé. Fierté, héritage, destin. Cette révélation marque le milieu du récit, le point où la peur cède à la conscience. Désormais, chaque décision de Tinubu n'est plus évaluée par les chancelleries, mais par le regard de tout un continent. Et à ce moment précis, la question initiale de Trump se renverse. Qui protège vraiment qui quand la foi devient le prétexte d'un empire ? L'onde de choc ne s'est pas arrêtée aux frontières du Nigeria. En quelques semaines, les capitales africaines ont ressenti la résonance d'un choix qui dépassait la diplomatie. Les mots de Trump avaient déclenché un effet domino, 4 cercles d'impact, 4 visages de la même tension. D'abord les nations nationales. Les États,
comme le Ghana ou le Sénégal, ont renforcé leur discours sécuritaire, craignant d'être perçus comme les prochains sur la liste. Leurs dirigeants ont réclamé plus d'aide internationale, mais aussi plus de garanties de respect. Dans le même temps, leurs citoyens, galvanisés par le ton d'Ibrahim Traoré, ont organisé des marches pour la dignité africaine, demandant moins de promesses, plus de cohérence. Ensuite, le domaine économique. Les marchés du pétrole et du gaz ont vacillé. Les investisseurs, redoutant les sanctions croisées, ont déplacé près de 85 milliards de dollars vers des zones jugées plus stables. Le Naira a perdu 7% de sa valeur en un mois, tandis que les contrats de forage avec des firmes américaines ont été suspendus. Ce repli a paradoxalement favorisé l'émergence de coopérations sud-sud, notamment avec le Mali et le Burkina Faso, qui ont proposé une alliance énergétique autonome, puis la dimension non étatique. Les ONG et mouvements religieux se sont fragmentés. Certaines organisations, financées par l'Occident, ont prôné la modération, d'autres, proches des milieux panafricanistes, ont plaidé pour un rejet total de l'ingérence. Dans les deux camps, la méfiance a grandi. Les églises ont vu leurs fidèles se diviser entre ceux qui craignaient pour leur sécurité et ceux qui refusaient de prier sous le regard des puissances étrangères. De plus, le niveau continental. Au sommet de l'Union africaine, un ton inédit a émergé, celui d'un continent prêt à parler d'égal à égal. Les délégations du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont proposé la création d'un Conseil de souveraineté africaine chargé de coordonner les réponses face aux pressions extérieures. Même si l'idée reste embryonnaire, elle a révélé une maturité nouvelle, un langage politique forgé dans l'épreuve. Et au centre de cette vision, encore et toujours, le nom d'Ibrahim Traoré, devenu le symbole d'une cohérence rare entre les mots et les actes. Ses conséquences dépassent les chiffres ou les communiqués. Elle dessine la cartographie d'une Afrique qui, à force d'être sommée de choisir, finit par s'élire elle-même. Et dans cette élection silencieuse, chaque voix compte, chaque doute devient une graine de résistance. L'avenir du Nigeria, et peut-être celui du Sahel, se joue maintenant sur 3 lignes possibles, 3 scénarios qui oscillent entre prudence et rupture. Scénario 1, la voie base, l'équilibre fragile. Tinubu maintient une coopération limitée avec Washington, négociant chaque contrat sous supervision publique. Les États-Unis continuent leur livraison de drones et de renseignements, tandis que le gouvernement nigérian tente de rassurer la rue. Ce modèle apaise les tensions immédiates, mais conserve la dépendance structurelle, une souveraineté sous tutelle douce où chaque décision reste conditionnée à la signature d'autrui. Scénario 2. La version optimiste, le pivot africain. Sous la pression de la jeunesse et du courant panafricain mené par Ibrahim Traoré, le Nigeria opte pour un virage stratégique. Lagos se rapproche d'Ouagadougou, Niamey et Bamako pour former un bloc de production énergétique et de défense régionale. Les ressources locales deviennent le socle d'une économie de résistance. Certes, l'Occident réagit par la diplomatie froide et les médias par la critique, mais l'effet d'entraînement est réel, la confiance revient et le continent retrouve une voie commune. Scénario 3. La trajectoire pessimiste, le retour des ombres, les pressions économiques, les sanctions et les campagnes d'influence étrangère provoquent une scission interne. Les militaires gagnent en pouvoir, la société civile se polarise et les alliances religieuses se raidissent. Le risque de fragmentation s'accroît, rappelant le précédent libyen. Le mot souveraineté devient alors le slogan d'une division, non d'une union. Entre ces 3 routes, une seule constante, la nécessité d'un cadre clair. Si le Nigeria veut sortir du cycle des interventions et des dépendances, il doit redéfinir son rapport au pouvoir et au prix du pouvoir. Parce qu'en Afrique, la souveraineté n'est jamais donnée. Elle s'arrache, se défend, se mesure à la cohérence. Et comme le dit Ibrahim Traoré dans un discours désormais célèbre, la liberté n'est pas ce qu'on réclame, c'est ce qu'on incarne. À ce stade du récit, les frontières entre information et émotion s'effacent. Les chiffres ont parlé, les discours se sont affrontés, mais ce sont les visages qui décident de la mémoire. Celui de la mère de Maiduguri, dont le fils a disparu dans la guerre contre Boko Haram, celui de l'étudiant de Ouagadougou, brandissant le portrait d'Ibrahim Traoré comme une boussole de dignité, et celui, plus discret, du jeune Nigérian qui murmure « Nous voulons vivre, pas seulement survivre ». Chaque témoin transforme la géopolitique en matière humaine. Les débats sur les alliances deviennent soudain des histoires de familles séparées,
d'écoles fermées, de prières murmurées sous la peur. Ce que l'Occident appelle stabilité, les peuples le traduisent en silence forcé. Et ce que les diplomates nomment partenariat, beaucoup y voient une dépendance qui ne dit pas son nom. Mais au milieu de cette fatigue, un autre sentiment surgit, la lucidité. L'Afrique comprend que le monde n'a jamais offert la liberté, il l'a toujours louée à crédit. Alors, pour la première fois depuis longtemps, les citoyens parlent avant leurs dirigeants. Ils écrivent, chantent, peignent et marchent, transformant la peur en récit collectif. Pour ceux qui écoutent, cette séquence n'est pas un épisode lointain. Elle dit quelque chose du pouvoir universel, celui de refuser l'oubli. Et la question n'est plus « que fera le Nigeria ?» Mais que ferons-nous chacun face à la répétition de l'histoire? Parce qu'à chaque époque, la dignité change de nom, mais garde le même visage. À ce stade, l'émotion doit se transformer en méthode, parce qu'un réveil, sans plan, redevient un cri. L'Afrique, si elle veut convertir cette révolte en pouvoir réel, doit penser en étapes mesurables, pas en slogan. Voici 5 leviers que les analystes régionaux évoquent déjà, souvent inspirés du modèle défendu par Ibrahim Traoré. D'abord, la souveraineté énergétique. Créer des consortiums africains pour gérer les gisements de pétrole et d'uranium, avec un contrôle public majoritaire. L'objectif, que 60% des revenus restent sur le continent d'ici 5 ans. Ensuite, la défense intégrée. Mutualiser les moyens militaires à travers un commandement sahélien unifié, réduisant la dépendance technologique vis-à-vis de l'Occident. Une stratégie déjà amorcée par le Burkina Faso et le Niger. Puis, la diplomatie des données. Développer des centres d'analyse africains capables de produire leur propre narratif face aux think tanks étrangers qui façonnent encore l'opinion mondiale. De plus, l'éducation stratégique. Former une génération d'ingénieurs et de diplomates spécialisés dans la résilience politique, non dans la simple gestion d'aide. Chaque université devrait compter une chaire souveraineté et avenir africain. Enfin, la cohésion sociale. Sans confiance interne, aucune réforme ne survit. Les gouvernements doivent restaurer le lien entre foi, culture et économie. La souveraineté commence dans l'esprit avant de se traduire dans la loi. Ces 5 axes ne promettent ni miracle, ni victoire immédiate, mais ils tracent un itinéraire vers la dignité. Et comme le répète Ibrahim Traoré, la liberté n'est pas une émotion, c'est une architecture. Peut-être que c'est là, enfin, que commence la reconstruction. Le récit revient là où tout a commencé, une phrase, un écho, un choix. Mais cette fois, le décor a changé. L'Afrique ne se tient plus dans l'ombre des discours étrangers, elle parle sa propre langue. Dans les rues de Lagos, de jeunes artistes peignent les visages d'Ibrahim Traoré à côté de ceux de Sankara, comme un dialogue entre 2 époques, 2 résistances, une même flamme. Tinubu, lui, marche sur une ligne étroite. Préserver la stabilité sans trahir l'âme. Chaque signature sur un traité devient un test de conscience. Chaque mot prononcé, une ligne d'histoire. Et le continent, suspendu entre mémoire et l'espérance, comprend qu'il ne s'agit plus de choisir un camp, mais de choisir une cohérence. Dans la poussière du Sahel, un enfant lève la tête et demande « Maman, c'est qui ce capitaine dont tout le monde parle ?» Elle sourit, hésite, puis répond « C'est celui qui nous rappelle qu'on peut encore se tenir debout. » Parce que dans chaque nom murmuré, il y a une promesse de recommencement. Et celle-ci, peut-être, porte enfin le visage d'un avenir libre. L'histoire, désormais, appartient à ceux qui l'écoutent sans peur, car le tumulte des empires s'efface toujours devant la persistance d'une idée simple. La liberté ne se délègue pas. À travers le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso et tant d'autres terres, une génération s'éveille, nourrie par les mots d'Ibrahim Traoré, mais guidée par sa propre conscience. Ce n'est plus une croisade, c'est une conversation, entre peuples, entre mémoires, entre rêves encore fragiles. Chaque commentaire, chaque partage, chaque débat devient une part de cette reconstruction invisible qui précède le changement réel. L'Afrique n'attend plus des sauveurs, elle s'appelle elle-même à comparaître devant l'histoire. Alors, spectateur, lecteur, témoin, que feras-tu de cette histoire ? La laisseras-tu passer comme une tempête de plus, ou l'accueilleras-tu comme le premier vent d'une saison nouvelle ? Le silence, disent-ils, est la plus fidèle arme du pouvoir, mais un mot prononcé ensemble peut suffire à fissurer les murs. Et si ce mot aujourd'hui était simplement debout,